Eh bien, bonjour à tous. David Guillon, avocat au barreau de Montpellier, et aujourd'hui avec Maître Alexandra Soulier du barreau de Montpellier. Alors, petite vidéo un peu improvisée, donc ce n'était pas prévu, mais Alexandra est venue aujourd'hui avec une ordonnance de référé entre les mains, au terme de laquelle elle a obtenu la réintégration d'un soignant suspendu pour non-satisfaction à l'obligation vaccinale devant le Conseil de prud'homme. Donc, on est devant le juge judiciaire. Alors, on s'est dit que c'était peut-être l'occasion de revenir sur la vidéo que nous avions faite en août 2021, au terme de laquelle on avait analysé la question de l'obligation vaccinale, mais ce, avant son entrée en vigueur. Aujourd'hui, nous avons donc 9 mois de recul et nous avons un certain nombre de décisions qui sont apparues, tantôt devant le juge judiciaire avec les conseils de prud'homme, tantôt devant les juges administratifs avec les juges des référés et les premiers jugements tribunaux administratifs qui vont arriver dans les prochaines semaines, puisque mon cabinet a déjà quelques audiences de prévues en ce domaine. Je reviendrai dessus, bien entendu, lorsque les jugements seront tombés. Quoi qu'il en soit, on a trouvé que c'était intéressant de faire un petit regard croisé, de revenir un petit peu sur 9 mois de pratique de l'obligation vaccinale. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, on essaiera d'y répondre en fin d'émission. On va essayer de durer à peu près une vingtaine de minutes. L'idée ici, c'est de répondre à vos questions, à vos attentes et surtout vous expliquer un petit peu où est-ce qu'on en est en matière d'obligation vaccinale. Alors, Alexandra, je vais peut-être te laisser présenter cette affaire, nous expliquer un petit peu ce qu'il en est et puis ce qu'on peut en tirer avec la suite, puisqu'on sait déjà qu'il y a eu un appel dans cette ordonnance. Tout à fait. Ce sont les dernières nouvelles. Bonjour à tous. Alors, donc à l'instar de David Guillon, je défends la cause des salariés suspendus, mais devant le Conseil de prud'homme pour ma part. Ce sont les salariés de droit privé. Et donc, cette cliente m'a consultée en ce début d'année 2022 en faisant part de sa suspension de contrat depuis le 15 octobre 2021 précisément, parce qu'il y a eu une petite période intercalaire pendant laquelle elle avait trouvé un subterfuge pour éviter la suspension, arrêt maladie et congés payés qui ont été posés. Donc, depuis le 15 octobre 2021, elle était suspendue dans ses fonctions. Elle est venue à mon cabinet et on a envisagé ensemble les différentes possibilités qui s'offraient à elle. Donc, nous avons sollicité une éventuelle rupture conventionnelle du contrat par son employeur, ce qui nous a été refusé. Et donc, la seule solution était l'action contentieuse devant le Conseil de prud'homme. Donc là, à cette occasion, il y a deux possibilités. La première, c'est de partir en la voie des référés, parce que c'est une décision, une situation commandée par l'urgence, un trouble manifestement illicite et donc peut-être un dommage imminent. Ou alors, parallèlement, ou dans un second temps, passer par une action prud'homale, cette fois-ci au fond, donc qui est un peu plus longue, mais on est sûr de pouvoir obtenir l'analyse du dossier par le Conseil de prud'homme. Pourquoi ? Parce qu'en la voie des référés, malheureusement, nous nous sommes souvent heurtés à la difficulté de passer la compétence du juge des référés. Alors, je vais peut-être faire un petit parallèle, oui. C'est un peu pareil pour le droit administratif, vous savez, on demande l'annulation sur le fond de la décision de suspension, c'est-à-dire qu'on va avoir une formation de jugement avec 3 magistrats qui vont véritablement analyser l'ensemble des arguments que nous avons déployés pour obtenir l'annulation. Et ils répondront à chacun de ces arguments. C'est un peu pareil pour le Conseil de prud'homme. Et parallèlement, parce qu'on ne peut pas attendre que les juges se prononcent, puisqu'il y a un délai de 8 à 16 mois, vous voyez, les premières actions ont été engagées au mois de septembre et on va avoir nos premières audiences à la fin du mois. Donc, il y a eu un petit délai quand même entre-temps. Et entre-temps, il faut bien vivre. Et donc, le référé nous permet d'obtenir, dans un délai de 2 à 3 semaines, une décision de justice nous permettant de savoir si, dans l'urgence, et s'il existe un doute sérieux, on peut suspendre les effets de cette suspension. C'est-à-dire, en d'autres termes, permettre la réintégration et l'obtention des traitements qui ont été suspendus. Aujourd'hui, la jurisprudence administrative est assez bien balisée puisqu'ils se sont prononcés beaucoup plus rapidement que les conseils de prud'homme, dont on va avoir les premières décisions finalement ici au fil de l'eau pendant les prochaines semaines. Quoi qu'il en soit, la jurisprudence est assez bien balisée aujourd'hui. Les agents publics qui sont suspendus pendant un arrêt de travail doivent être payés. Leurs traitements doivent avoir lieu. En revanche, lorsqu'ils reviennent au travail après la fin de leur arrêt de maladie, eh bien, en ce cas-là, ils peuvent être suspendus. Le Conseil d'État a tranché ce débat et les juges du fond sont en train de se ranger à cette position. Deuxième problématique, les agents publics travaillant dans des locaux administratifs distincts des lieux pour lesquels l'administration, pour lesquels il existe donc des activités de santé,
Ici, le Conseil d'État a également tranché le débat dans un arrêt du 2 mars 2022, au terme duquel il a expliqué que le législateur avait prévu une obligation générale. À partir du moment où vous êtes un agent de l'administration qui est soumise à l'obligation vaccinale, qu'importe que vous soyez dans les cuisines ou dans un laboratoire sans contact avec les malades et sans contact avec les agents au contact des malades, vous êtes soumis à l'obligation vaccinale. Quoi qu'il en soit, cette obligation, on le voit, elle est quand même très problématique. C'est la raison pour laquelle, avec Alexandra, nous sommes en train de préparer une question prioritaire de constitutionnalité, dont une de ces questions, ce n'est pas la seule qu'on posera, est de dire que le législateur est allé au-delà de ce qui était strictement nécessaire pour lutter contre la pandémie, parce qu'on ne voit pas en quoi cela apporte une plus-value sur le plan de la santé publique en soumettant les cuisiniers ou les techniciens de surface à une obligation vaccinale dès lors qu'ils ont un lien avec l'administration qui, elle, est soumise à l'obligation vaccinale. Donc ça, c'est en cours de préparation. On fera une vidéo spéciale là-dessus et on vous en reparlera, puisque c'est sur le point de sortir dans les prochains jours, prochaines semaines. Je referme la parenthèse. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on voit que le CPH, avec ton ordonnance, rejoint finalement un peu la position du juge administratif. Alors, rejoint, oui et non, parce que ce n'est pas exactement les mêmes circonstances. Donc, s'agissant donc, du droit du travail sur les salariés, c'est la 3e décision en France de réintégration, donc, et en la voie des référés. Donc, ce sont des salariés qui ont été suspendus purement et simplement dans leurs fonctions par application de l'obligation vaccinale non respectée. Okay, ce n'étaient pas des salariés qui étaient couverts par un arrêt maladie et qui ont été suspendus pendant ce temps-là. Tout à fait. Parce que c'est la différence quand même avec le... Oui. Pour l'instant, effectivement, les tribunaux administratifs n'ont jamais réintégré aucun agent public qui n'était pas soit en arrêt maladie, soit un agent public travaillant dans des locaux administratifs distincts jusqu'à ce que le Conseil d'État tranche le débat. Voilà. Donc c'est la 3e décision en France, après le Conseil de prud'homme de Colmar et celui d'Alençon. Voilà. Donc là, c'est le Conseil de prud'homme de Sète. Donc c'est une décision du 9 juin dernier qui vient de nous être notifiée hier par voie postale. Et donc, peut-être qu'on peut parler des arguments ? Bien sûr, c'est l'occasion. Alors, donc déjà, dans un premier temps, le Conseil de prud'homme, en la voie des faits référés, s'est déclaré compétent pour juger de l'affaire, en appréciant les faits, en indiquant... Ce qui n'était pas une évidence. Ce qui n'était pas du tout une évidence, puisque sur les plusieurs dizaines de contentieux qu'on a déjà portés devant le juge des référés, tous, quasi, ont considéré que nous étions irrecevables pour formuler ces demandes de réintégration devant le juge des référés. Alors que, selon nous, il y avait urgence. Urgence pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas survivre sans un salaire. Il y avait un trouble manifestement illicite. Mais la plupart du temps, le Conseil de prud'homme se retranche derrière la contestation sérieuse qui lui permet de dire « Ah non, je ne suis pas compétent pour trancher votre affaire. Allez plutôt voir le Conseil de prud'homme au fond. » Voilà. Ce qui est problématique, puisqu'en fait, on a très peu de décisions qui permettent très rapidement d'avoir un petit peu une solution à donner, sachant que les salariés peuvent toujours négocier soit le licenciement, soit la rupture conventionnelle, soit effectivement une démission dans le dernier des recours. Le dernier des recours, mais effectivement, pour cette salariée, donc il s'agissait d'un agent de maintenance pour une résidence senior, donc soumise à l'obligation vaccinale. Elle dénombrait et dénombre encore 12 années d'ancienneté. Et c'est vrai que c'est difficile, après 12 ans de carrière, à satisfaire les besoins de son employeur, de repartir donc sans aucune indemnité, sans aucune reconnaissance et sans chômage derrière, comme ça, juste parce qu'on ne veut pas se faire vacciner. Donc, cette cliente a fait le choix de contester en justice et donc d'abord de tenter le coup en la forme des référés. Et ça a marché. Ça a marché ne serait-ce que pour la recevabilité, donc le Conseil de prud'homme s'est déclaré compétent, en la forme des référés. Et ensuite, elle a été déclarée bien fondée en ses demandes pour différents arguments, qui sont généralement... Voilà, alors l'argument phare est quand même le fait que cette suspension de contrat avec la suspension de salaire corrélative s'analyse en une sanction disciplinaire pécuniaire. Et ça, c'est interdit. Et donc, cet argument phare a été repris donc, dans la motivation de l'ordonnance. Et ensuite, enfin, il y en a quand même plusieurs. Il y a l'atteinte à la liberté du consentement. En fait, c'est deux arguments. Parce qu'en l'ayant lu, en fait, il y a deux arguments. Pour moi, il y a effectivement, ils ont repris le principe de l'interdiction des sanctions pécuniaires. C'est une sanction pécuniaire alors que le salarié n'a commis aucune faute. On est toujours libre d'accepter ou de refuser une vaccination, même quand elle s'appelle obligation vaccinale, parce qu'une obligation vaccinale n'est pas une injection forcée.
Donc, vous devez toujours rester libre de pouvoir accepter ou refuser. Et le refuser n'est pas une faute. Quoi qu'il en soit, ici, ça s'assimile à une faute parce qu'en fait, ça a toutes les conséquences de la faute sans qu'on ait besoin d'appeler cela une faute. Et donc, le juge doit requalifier et redonner la véritable nature de cette décision. Raison pour laquelle il considère, dans cette ordonnance, qu'il s'agit d'une sanction pécuniaire, qui est un principe d'ordre public du droit du travail, qui ne peut pas conduire à une suspension sans rémunération. C'est intéressant, on en avait parlé en août 2021, et en août 2021, on avait déjà dit qu'effectivement, cette loi du 5 août 2021, elle venait mettre un petit coup de canif dans cette obligation d'interdiction des sanctions pécuniaires. Et on voit ici que le Conseil des prud'hommes de Sète reprend à son compte cet argumentaire. Tout à fait. Tout à fait, en indiquant qu'on ne peut pas mettre à mal ce principe général du droit du travail, qui est l'interdiction des sanctions pécuniaires du salarié. Donc, en dépit de toute loi. Voilà. Alors après, il y a un débat, on en parle un petit peu avec vous pour essayer de vous expliquer un peu ce débat. Le débat est de dire que dans la hiérarchie des normes, vous savez, ce petit triangle qu'on apprend en première année de droit, vous avez, pyramide de Kelsen. Voilà, vous avez la Constitution au sommet, vous avez ensuite en dessous les conventions internationales, et vous avez en dessous la loi, les principes généraux du droit qui sont au même niveau. La question est de savoir si cette interdiction des sanctions pécuniaires doit l'emporter sur la loi du 5 août 2021, puisque dans cette hiérarchie des normes, elle est au même niveau. Et donc là, effectivement, quand on en a discuté tout à l'heure, il y avait cette question de savoir si l'interdiction des sanctions pécuniaires était une loi spéciale, puisqu'on a un principe en droit qui est que les lois spéciales dérogent aux lois générales. Mais dans ce cas, si l'interdiction des sanctions pécuniaires est une loi spéciale, l'obligation de satisfaire à l'obligation vaccinale pour la Covid-19 en est une également. Laquelle est la plus spéciale ? Laquelle des deux est la plus spéciale ? Voilà. Ça, c'est le débat aujourd'hui. Deuxième chose, il s'agit d'une règle d'ordre public. Est-ce que cette règle d'ordre public doit s'imposer à une règle qui viendrait finalement la contredire ? Ça, c'est une deuxième question. Et aujourd'hui, cette ordonnance n'y répond pas. Donc, ça veut dire qu'il y a une incertitude juridique et qu'on ne sait pas si dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, effectivement, d'autres tribunaux rejoindront cette position. Sachant que quand même, dans l'argumentaire détaillé, rédigé et ensuite plaidé, la loi du 5 août 2021 n'est pas d'ordre public en tant que telle. Seules certaines dispositions sont spécifiquement, expressément définies comme d'ordre public. Tout à fait. Et la suspension du contrat et la suspension du salaire n'est pas inscrite et qualifiée d'ordre public au sein de la loi. Tout à fait. C'est la raison pour laquelle il est toujours possible d'avoir une rupture conventionnelle, une démission, un licenciement. Ce n'est pas interdit. Les employeurs ont toujours ces outils à leur disposition. Donc, s'ils le voulaient, ils pourraient prendre d'autres décisions que celle de la suspension sans rémunération ad vitam aeternam. C'est ça le problème. C'est ça, donc ça, c'était le premier argument. Et le deuxième, toi, à ta lecture, parce qu'en fait, donc il y a... en fait, c'est le respect de l'intégrité physique. Le respect de l'intégrité physique. Mais alors, qui n'a pas été repris après dans le dispositif. Mais c'est vrai que dans la motivation, il y a le respect de l'intégrité physique et donc... le droit de librement consentir à la vaccination. Donc ça, c'est au visa donc, des dispositions du Code de la santé publique. Là, ils ne reprennent pas expressément le Code de la santé publique, mais effectivement, parce qu'ils parlent aussi du secret médical. Le libre consentement éclairé dont est disposé pour choisir ou non de se faire vacciner. Voilà. Donc ça, c'est l'argumentaire sur le libre choix, le libre consentement. Parce qu'effectivement, lorsqu'on vous prive de tout revenu, où est véritablement la liberté de choisir ou non d'être vacciné ? C'est comme si on vous faisait le choix entre la peste ou le choléra. Il n'y a pas véritablement de choix. Et donc là, c'est vraiment ce point-là que relève le tribunal, c'est-à-dire que si on vous suspend sans rémunération et sans fixation de limite de temps, eh bien forcément, à un moment donné, votre libre consentement en est impacté. C'est une violence économique. Tout à fait, violence économique. Et ensuite, donc, il y a différents arguments qui sont repris tour à tour. Celui de la discrimination, du fait, en fait de distinguer deux salariés du seul fait de leur statut de vacciné, non vacciné. Il y a eu le fait que cette norme n'était pas conforme aux normes supérieures, donc partant un peu sur un argumentaire de non-conventionnalité de la loi aux normes supérieures, donc notamment l'Organisation internationale du travail. Et il y avait un autre argument qu'on avait développé. On développera peut-être tout à l'heure. Ouais, voilà. On reviendra dessus. Dans tous les cas, je pense que tu publieras l'ordonnance.
Oui, c'est ça. L'ordonnance sera publiée, donc vous aurez la possibilité de pouvoir relire cette ordonnance. Je la mettrai en lien dans la description et je renverrai bien sûr le site d'Alexandra Soulier pour que vous puissiez soit prendre directement contact avec elle, soit effectivement pouvoir consulter directement l'ordonnance qui a été rendue. Je pense que ce sera intéressant de voir un peu l'argumentaire qui a été repris. C'est vraiment très pertinent. Il y a bien sûr des imperfections et on va en parler puisque, si j'ai bien compris, il y a appel qui a été fait de cette ordonnance. Je viens d'apprendre à l'instant. Tout à fait. Voilà. Donc, appel. Donc, explique-nous un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, parce que je crois que le salarié, même si aujourd'hui il dispose d'une solution pour être réintégré, ne sera pas réintégré lundi. Exactement. Donc, cette ordonnance ordonne la réintégration sans délai de ma cliente, avec rappel de salaire corrélatif, parce que nous ne l'avons pas rappelé, condamne au surplus l'employeur quand même à 1 200 € au titre de l'article 700, ce sont les frais engagés pour les besoins de la défense de la salariée. Les frais d'avocat. Les frais d'avocat, pour faire simple. Et avec une reprise du paiement du salaire de la salariée, donc à partir de la réintégration, et ensuite en ordonnant une astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 30e jour de la notification de la décision. Donc là, nous sommes le 17 aujourd'hui, elle a été notifiée le 16. À partir du 16 juillet, l'employeur devra, en plus de payer le salaire mensuel de la salariée, lui donner 30 € si chaque jour supplémentaire où il n'exécute pas l'ordonnance. Voilà, l'ordonnance. C'est ça une astreinte. Voilà, c'est une sanction pécuniaire procédurale. Voilà, et donc malheureusement pour nous, prochaine étape sera l'appel. Donc nous allons replaider cette affaire devant la cour d'appel de Montpellier qui est compétente. Parce que l'employeur conteste cette décision de réintégration et même de payer le rappel de salaire. Alors, est-ce qu'on a d'autres décisions du même acabit? Je ne suis pas certain. Je crois que dans les 2 autres référés qui avaient pris une solution identique, je ne sais pas aujourd'hui s'il y a déjà eu un référé. Un appel. Alors oui, je l'ai eu su pour l'une d'entre elles, celui d'Alençon. Pour sûr, puisque j'avais été en contact avec l'une des personnes qui connaissait la salariée suspendue réintégrée. Mais en principe, tu as le résultat? Non, j'ai pas le résultat de la cour d'appel. Mais à partir du moment où nous sommes sur une décision en référé, l'exécution est provisoire, même s'il y a un appel derrière. C'est-à-dire qu'il faut réintégrer la salariée. Donc là, il y a une vraie problématique pratique. Quand bien même, derrière, la décision serait infirmée. Voilà. Bon, résultat dans les prochaines semaines. Donc, résultat, moi, je vais quand même conseiller à ma cliente de se présenter à son emploi lundi avec un huissier pour pouvoir constater justement le refus de l'employeur de faire travailler la salariée en dépit donc de cette décision qui est exécutoire immédiatement. Voilà. Alors, il y a une question qui se pose, en tout cas, moi, que j'ai envie de te poser, c'est finalement, on a un vrai dilemme. On a c'est un peu une sorte de, j'ai envie de dire, de tragédie. C'est-à-dire qu'on doit satisfaire 2 impératifs contradictoires en même temps. À la fois réintégrer un agent qui ne satisfait pas l'obligation vaccinale et à la fois faire respecter à ses salariés l'obligation vaccinale dont on est tenu par la loi. C'est exactement la raison pour laquelle l'employeur ne veut pas réintégrer la salariée. Et qui est soumis au code pénal. C'est-à-dire que c'est une infraction de faire travailler un salarié qui ne satisfait pas à l'obligation vaccinale. Donc, attention, ce n'est pas pour taper sur les doigts des employeurs. On a bien compris qu'ils étaient entre, finalement, le marteau et l'enclume. Ils sont effectivement entre les deux. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas une règle d'ordre public de suspendre sans rémunération. Donc, il faut regarder quelles sont les autres possibilités. Moi, une des possibilités que j'ai évoquées dans une autre de mes vidéos, c'était de dire il faut peut-être constater à un moment donné que si l'agent ne satisfait pas à l'obligation vaccinale, passer une certaine durée, qu'on appellera un délai raisonnable, on doit considérer qu'à ce moment-là, la décision de suspension sans rémunération devient illégale par l'effet du temps et par la certitude que l'agent ne satisfera pas à l'obligation vaccinale. Et on doit donc considérer que l'agent est devenu inapte à remplir ses fonctions. Et là, on doit passer à un licenciement pour inaptitude, qui n'est pas une faute personnelle. Et à ce moment-là, ça permettrait effectivement à l'employeur de sortir de cette situation. Ça va lui coûter un peu d'argent, c'est clair, mais en même temps, cette loi, si elle avait été faite pour les employeurs et pour les salariés, on le saurait, ça ferait longtemps qu'on l'aurait dit. Donc, elle n'est favorable ni pour les employeurs, ni pour les salariés. Et effectivement, je pense que ça sera la solution de sortir, revenir sur les grands principes, le licenciement pour inaptitude. L'agent ne se soumettra pas à l'obligation vaccinale et il ne peut pas rester suspendu sans rémunération
ad vitam aeternam. Alors malheureusement, en droit social, nous n'avons pas le pendant de cette inaptitude, puisque l'inaptitude est évoquée lorsqu'il y a un arrêt maladie, en passant par le médecin du travail. Sauf que j'ai à mon actif, donc dans ma clientèle, nombreuses personnes qui étaient justement en incapacité de reprendre leur travail en raison de leur état de santé, qui sont allés voir le médecin du travail pour obtenir un avis d'inaptitude, donc la clé de sortie avec un licenciement pour inaptitude, chose qui lui a été refusée. D'ailleurs, j'ai un contentieux en cours comme ça pour contester l'avis d'aptitude qui a été délivré par le médecin du travail au seul motif que la salariée n'avait pas été vaccinée. Donc, son état psychologique était contraire à une reprise de poste parce que, en l'état actuel, imaginez-vous, privé de salaire, on ne peut plus travailler. Donc, psychologiquement, on est défaillant. Un arrêt de maladie de plus de 30 jours qui permet d'avoir une visite médicale de reprise, éventuellement une inaptitude, mais du fait de l'état de non-vaccination, le médecin du travail refuse de donner le ticket de sortie. Voilà. Donc là, moi, c'est ce que je vois dans ma clientèle aujourd'hui, malheureusement. Et donc, l'inaptitude n'est pas... Nous n'avons pas de licenciement pour inaptitude en droit du travail. C'est ça qu'il faut nous dire. Alors, on peut l'avoir, mais ça existe, mais d'un point de vue médical. Donc, seul le médecin du travail peut délivrer cette inaptitude à occuper ses fonctions. Et en l'état actuel de la pandémie, avec cette injonction de se faire vacciner, les médecins du travail, généralement, ils ne bougent pas, ils disent vous n'êtes pas vacciné, donc en gros... Voilà. Ça va être un autre point intéressant à évoquer, c'est que les médecins, la plupart du temps, refusent de livrer des contre-indications médicales ou de constater des inaptitudes, parce qu'en fait, c'est le cas, vous ne satisfaites pas à une obligation vaccinale, vous êtes inapte. Voilà, fin d'histoire. Pas besoin d'être malade, pas besoin d'être à l'article de la mort. Vous êtes devenu inapte. Donc, on devrait constater l'inaptitude. Mais le problème, c'est que la plupart des médecins ont mis le bon sens de côté, appliquent bêtement des règles qui n'ont pas été pensées pour ce genre de situation, et, à mon sens, devraient être extrêmement inquiets parce que leur responsabilité pourra tout aussi bien être engagée s'ils ont fait preuve de zèle que si, effectivement, ils ont agi en délivrant des certificats de complaisance. Parce que c'est ça qu'on risque de leur reprocher, c'est les fameux certificats de complaisance. Mais en réalité, qu'ils s'inquiètent tout autant. On a à côté du certificat de complaisance, on a l'autre pendant qui est celui du bon sens. C'est-à-dire vous devez faire preuve de discernement. Si vous constatez qu'à un moment donné, une personne n'est pas médicalement apte à pouvoir exécuter sa mission, dans ce cas-là, vous avez l'obligation, en tant que médecin, de prendre une décision et de considérer que médicalement, le salarié n'est pas apte. Et bon, ça, malheureusement, le bon sens a déserté, depuis le début de la pandémie et il n'est pas prêt de revenir. Malheureusement, c'est la réalité. Donc, pour conclure sur cette décision, pour nous, c'est vrai que c'est une victoire et c'est un espoir pour toutes ces personnes qui sont vaccinées, en tous les cas en droit privé, en droit du travail. Cependant, donc petit bémol, déjà, il y a un appel qui a été interjeté. Et donc, c'est vrai que la lueur d'espoir réside encore dans la question prioritaire de constitutionnalité qui consistera à contester la loi directement plutôt que son application. Voilà. Tout à fait. Et ça fera l'objet d'une prochaine vidéo puisque nous sommes en train de les préparer. Moi, j'en ai déjà déposé une, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. J'en ai encore une deuxième à déposer sur des questions différentes, des problématiques différentes. On n'est pas toujours au même stade à chaque fois dans la procédure. Et ça, on en parlera un peu plus en détail. Quoi qu'il en soit, et j'ai envie de le dire, c'est important, le meilleur reste à venir. C'est-à-dire que le pire, nous l'avons déjà. Vous êtes suspendu sans rémunération depuis pour une durée. C'est le pire. Il ne pourra pas y avoir pire. Donc la seule chose que l'on peut espérer avec les actions juridiques que nous menons, c'est qu'à un moment donné, le bon sens revienne bien entendu dans l'esprit des législateurs, dans l'esprit des magistrats, dans l'esprit des médecins, et qu'à un moment donné, on prenne des décisions qui sont celles qu'on aurait dû toujours prendre. C'est-à-dire qu'en matière d'obligation vaccinale, lorsque vous ne satisfaites pas l'obligation vaccinale, vous êtes reclassé. Si le reclassement n'est pas possible, eh bien, vous êtes considéré comme étant inapte et vous êtes licencié pour inaptitude. Fin de l'histoire, il n'y a pas de suspension sans rémunération. Comment avons-nous fait pour tenir avec des obligations vaccinales et des obligations vaccinales qui s'appliquaient avec des gens qui ne respectaient pas? Eh bien, c'est simple, on a respecté ce principe-là. On n'a pas attendu 2021 pour être confronté à des personnes qui refusaient de satisfaire à des obligations vaccinales. Donc, si on ne l'a pas fait avant, c'est que c'était une idée de merde, c'est tout. D'autres choses à ajouter ? Non, c'est très bien. Alors, est-ce qu'on a des questions un petit peu ? Je vais voir ici. Alors, n'hésitez pas dans le chat à poser des questions, puisqu'on va essayer d'y répondre avant de clôturer cette émission un peu spéciale qui a été improvisée.
La responsabilité contractuelle d'un avocat, d'accord, bon, ok, bah, elle existe, hein, comme tout le monde, hein, donc tout le monde a une responsabilité contractuelle. Bonjour de Belgique, bah, bonjour à vous également. Merci pour les explications. Donc n'hésitez pas, s'il y a des questions, là je n'en vois pas. Alors, quels sont les délais entre les deux injections, entre les infections Covid et l'injection, dans les deux cas, dans le cas de 2 vaccins Covid? Alors aujourd'hui, sur les délais d'injection, vous avez une dose de rappel au bout du 3e mois qui désactive votre schéma vaccinal si au bout du 4e mois, vous ne l'avez pas réalisé. Ça, c'est important. Depuis le 15 février 2022, le certificat de rétablissement vous permet, bien entendu, de disposer d'une satisfaction à l'obligation vaccinale pour une durée de 4 mois. C'était 6 mois avant le 15 février 2022. Et là, on est dans la période un peu trouble où on a des employeurs qui vont considérer qu'un certificat obtenu avant le 15 février 2022 doit quand même avoir 4 mois de validité, et ceux qui, effectivement, rejoignent notre argumentation, qui est de dire un certificat de rétablissement obtenu avant le 15 février, c'est 6 mois, vous ne pouvez pas rétroactivement réduire sa durée de validité. Donc voilà ce qu'il en est. Sachez, n'oubliez pas, la 4e dose arrive, hein, puisqu'ils sont déjà en train d'en parler, et que la pandémie s'est calquée sur le calendrier électoral. Donc c'est la seule raison pour laquelle vous n'en entendez pas trop parler, et qu'aujourd'hui, on ne vous bassine pas tous les jours avec cette 4e dose. Mais elle arrive, voilà, sachez-le. Est-ce qu'on a d'autres questions? Alors, certains salariés sont en retard de leur appel de vaccin et travaillent. Où est la logique? Il n'y en a pas, hein, vous l'avez très bien dit. Je ne sais pas ce que tu en penses. Il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique, hein, c'est que de la politique, c'est de l'idéologie. Hein. Donc vraiment, mettez la raison de côté, parce que sinon, vous n'allez rien comprendre. Nous sommes tous deux avocats, et c'est vrai que depuis un peu plus de 9 mois, 10 mois quasiment, on n'a pas trouvé de logique, hein, dans les décisions qui ont été prises, hein, des décisions qui parfois, en intervalle de 2 ou 3 semaines, sont capables de totalement se contredire sans que ça ne pose le moindre problème à qui que ce soit. Donc effectivement, oubliez la logique. Alors, la mise en disponibilité et le détachement, ouais, effectivement, ce sont des solutions, hein, qui sont possibles lorsque vous êtes des agents publics. Vous avez la mise en disponibilité d'office ou à la demande de l'intéressé. Vous pouvez donc choisir et opter pour cette solution lorsque vous avez un projet professionnel, ce qu'on appelle une mise en disponibilité pour convenance personnelle. Ça vous permet de garder un pied dans l'administration, un pied en dehors. Au bout d'1 an, on vous demande si vous voulez revenir. Vous pouvez prolonger jusqu'à 3 années. Et à ce moment-là, effectivement, si vous ne revenez pas, eh bien, vous êtes radié des cadres. Mais en attendant, vous n'êtes pas resté coincé dans cette situation de suspension sans rémunération. Et je pense qu'il ne faut pas rester coincé dans cette situation. Est-ce que tu as des choses à ajouter? Non, mais s'il n'y a pas de questions plus que ça. D'accord. Voilà. Bon, je vois quelqu'un suspendu à partir du 26 juin. Bah, pareil, en fait, il faut regarder si vous avez un certificat de rétablissement antérieur ou postérieur au 15 février. Donc, si c'est antérieur, bah, normalement, vous avez 6 mois, donc pas 4 mois. Et si l'employeur vous réduit à 6 mois, à 4 mois, bah, c'est une illégalité. J'ai un dossier sur ce sujet-là à la fin du mois, donc on verra ce que le juge administratif revient à dire sur cette question-là. Ça, c'est la première chose. Et puis, bien entendu, bah, si vous avez déjà été rétabli, rien ne vous empêche d'être rétabli une nouvelle fois. La validité d'un certificat d'établissement n'est aujourd'hui pas conditionnée à l'exercice d'une vaccination. D'accord? Donc, si vous avez un certificat d'établissement 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, c'est possible. D'accord? Il n'y a pas de problème là-dessus, c'est possible. La loi n'oblige pas à réaliser une vaccination si vous avez été rétabli. Voilà. Donc pour les 4 mois, oui, ils ne veulent pas, c'est normal. Hein, ils ne veulent pas, bah oui, parce que le but, c'est de vous injecter, hein, coûte que coûte. Hein, il faut écouler les doses. Donc dans tous les cas, oui, la 4e dose arrive, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut rien dire ni rien faire. Dans cette affaire, les employeurs ne voulaient pas réintégrer le salarié. Et ils ne veulent toujours pas. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut se laisser faire. Voilà. Donc faites valoir vos droits, c'est la meilleure façon de reprendre le contrôle de sa vie. Est-ce qu'on a d'autres questions? Alors, peut-on utiliser le fait que le vaccin est toujours en phase expérimentale pour suspendre cette obligation? En fait, c'est un des arguments qu'a repris le juge des référés. Je ne sais pas si tu veux en parler un petit peu. La phase expérimentale, alors oui, c'est toujours développé. C'est un des petits arguments, voilà, qui a été... C'est-à-dire qu'on est en phase expérimentale et qu'aujourd'hui, contrairement aux autres vaccins qui sont obligatoires sur le marché, et on est toujours en phase d'expérimentation, puisqu'on est en 3e phase au lieu de 4e. En phase 3 au lieu de phase 4, on a une AMM conditionnelle, une autorisation de mise sur le marché qui est conditionnelle. Pourquoi elle est conditionnelle? Parce qu'en fait, on n'a pas respecté ce délai de 10 ans, qui est le délai
habituelle en raison de l'urgence à disposer très rapidement d'un moyen de lutte contre la pandémie. Et c'est cette raison-là, cette urgence, qui a conduit à ce que, on ait une AMM conditionnelle. Les producteurs de vaccins ont l'obligation, de continuer à évaluer l'innocuité du vaccin et leur efficacité. Raison pour laquelle, nous sommes en train, après avoir vacciné à plus de 153 millions de doses, nous sommes en train de faire une évaluation des effets secondaires, notamment avec l'Office, je ne sais plus le nom, devant le Sénat. Donc oui, c'est très curieux, et sachez que la plupart du temps, on vaccine une fois qu'on a terminé les tests, et pas pendant. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Mais ça, encore une fois, c'est du bon sens, et le bon sens a déserté le paysage politique. On a une autre question. Alors, peut-on avoir un schéma vaccinal complet si on n'a eu que des infections et pas d'injection? Réponse, oui, c'est possible. Vous pouvez avoir été infecté une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Vous satisfaites à l'obligation vaccinale. Et on ne peut pas exiger de vous que vous réalisiez une dose de vaccination. Pour l'instant, je ne sais pas quelle sera la situation dans les prochains mois. Mais aujourd'hui, le décret du 1er juin 2021 ne prévoit aucune dose nécessaire pour qu'un certificat d'établissement soit valable. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Alors, juste peut-être avant de clôturer, en principe, l'obligation vaccinale est provisoire jusqu'au 31 juillet 2022, en principe. Voilà. C'est bien de le rappeler. Mais bon, on verra tout ça, parce que, bien entendu, on a une nouvelle législature qui va arriver dans quelques semaines, après les élections du deuxième tour, qui aura lieu donc à la fin de la semaine, à l'heure à laquelle on enregistre cette vidéo. Donc, pour l'instant, on ne sait pas vous dire quel sera l'avenir de cette obligation vaccinale. Mais si on a une reconduction de la majorité actuelle, je ne vois pas pourquoi on changerait finalement quoi que ce soit dans ce qui a été plutôt bien accepté par la population, il faut le dire. Enfin, bien accepté. Après, est-ce qu'ils avaient vraiment le choix? C'est ça. Là, c'est une autre question de survivre sans salaire pendant des mois. C'est pas... En tout cas, moi, ce qui aujourd'hui me choque le plus, et je pense que tu me rejoins là-dessus, c'est qu'une grosse partie de la population ignore que l'obligation vaccinale s'applique encore. Ah oui, ça c'est sûr. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je parle de cette décision ou des dossiers en cours, tout le monde était éberlué par le fait que, en l'état de la fin du pass sanitaire, les personnes pensent que les soignants, ça y est, alors ils ne sont pas suspendus, mais plutôt avec rupture de contrat, avec allocation chômage, tranquille, ce qui n'est pas du tout le cas. Non. Donc vous êtes invisible, en fait, c'est ça que ça veut dire. Donc notre but avec ces vidéos-là, c'est de vous rendre visible. Tout à fait. D'ailleurs, de parler de vous. On a un projet d'ailleurs de... On ne dit rien pour l'instant. On ne dit rien. Il y a une petite surprise qui arrivera dans les prochaines semaines. Voilà, mais en tout cas, on a une surprise pour essayer de rendre visibles les soignants invisibles. C'est exactement ça. Parce que cette situation qu'on est en train d'évoquer avec vous, qui nous paraît être quelque chose de totalement anormal et de totalement critiquable, en fait, est ignorée par une grosse partie de la population. Et donc, c'est l'objet de cette vidéo, c'est aussi de réinformer. Ils ne sont pas licenciés. Il n'y a pas de rupture conventionnelle. La plupart du temps, ils sont suspendus sans rémunération et avec aucun autre espoir de voir une réintégration un jour arriver, si ce n'est celui de se soumettre à une injection. C'est ça. Les grands oubliés de la pandémie. Tout à fait. Voilà. Écoutez, merci à vous. On a été quand même un peu plus à quasiment 192 au plus haut de la vidéo. Donc, écoutez, ça fait toujours plaisir de voir que même un petit peu dans une vidéo improvisée, on arrive à réunir autant de monde. J'espère que vous avez appris des choses, ou si vous n'avez pas appris, ça vous a permis de vous faire une petite actualisation. Comme je vous l'ai dit, il y aura d'autres vidéos sur d'autres sujets qu'on a évoqués, la QPC, la visibilité des soignants invisibles aujourd'hui, et bien entendu d'autres vidéos qui vont arriver sur la suite de cette ordonnance. On verra ce que le premier président de la Cour d'appel de Montpellier décide. Et puis sur ces jugements qui vont tomber dans les prochaines semaines pour les premiers soignants suspendus, pour lesquels on a contesté les décisions de suspension en septembre 2021. Donc, comme je vous l'ai dit, le meilleur reste à venir. N'hésitez pas donc à partager cette vidéo dans votre entourage. Ça permettra de réaliser qu'il y a toujours des soignants suspendus aujourd'hui. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, ça permet de la rendre un peu plus visible et de permettre à des gens qui aujourd'hui ne nous connaissent pas encore de nous découvrir et de savoir qu'ils peuvent défendre leurs libertés fondamentales, lesquelles ne sont pas conditionnelles mais bien fondamentales. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Alexandra? Tu as le mot de la fin? Non, le mot de la fin, je vous remercie pour votre écoute et puis gardons espoir, malgré tout. Merci Alexandra. Merci à tous. Passez une très bonne fin de journée. Merci, au revoir.